Monsieur le ministre, Excellence. S'il vous plaît, avant de commencer la Mounia, pour la régie, vous mettez donc la carte de visite de Madame Mounia Boustet. Je vous propose, Madame Boustet, de remettre la carte qu'il y avait avant. Peut-être que le... Si vous voulez, si ça peut... Voilà, animer, donc Madame Mounia Boustet. Et après, vous laissez ça, et après, vous remettez la carte, s'il vous plaît, la régie. Merci. Merci. Alors, je voulais d'abord remercier les organisateurs d'avoir associé Policy Center for the New South. C'est un think tank basé au Maroc qui a mené des études, en tout cas depuis une dizaine d'années, sur l'Atlantique. Donc je suis heureuse avec mon ami ici, Mchrouh, d'être aujourd'hui là pour apporter un regard complémentaire. Et je suis aussi ravie que dans ce panel, on ait aussi le point de vue des centres de recherche et d'analyse, parce qu'en plus de ceux des pouvoirs publics, du secteur privé, nous apportons également un regard complémentaire fondé sur l'analyse et la recherche qui peut aussi accompagner cette dynamique avec des études et des facts ou des éléments rationnels. Alors, moi, pour répondre à ta question, cher Aziz, je vais essayer d'aborder la question en 3 points. Je vais revenir sur le positionnement de l'espace atlantique. Je vais aborder la question de l'approche et le sens de l'initiative royale. Et en dernier, le potentiel de développement du pays du Sahel et puis le coût du non-accès. Je vais, si vous le permettez, aborder essentiellement la question de la composante économique. Je sais qu'elle a fait l'objet du panel aussi d'hier, mais peut-être c'est un regard complémentaire que je vais pouvoir apporter. Alors déjà pour le bassin atlantique, qui est aujourd'hui sujet de beaucoup d'intérêt et d'intéressement, il faudrait savoir que c'est parmi les bassins qui connaissent un dynamisme important ces dernières années, selon 3 volets. D'abord commercial, bon, c'est historiquement, mais il y a aussi 2 nouvelles dimensions qui se rajoutent dans cette dynamique économique. Elle est d'abord énergétique et deuxièmement digitale. Alors, les dynamiques énergétiques, on sait très bien que de plus en plus, nous avons des hubs d'approvisionnement, de transit, de consommation qui sont en train de se créer au sein de ce bassin. Et ces dernières années, il y a une importance, disons, élevée par les transporteurs parce qu'ils cherchent bien sûr des zones plus ou moins sécurisées. Bon, c'est vrai qu'il y a les problèmes de piraterie qui ont été évoqués, mais comparé à d'autres espaces, l'appréciation du risque démontre que ce bassin a un grand potentiel. Deuxièmement, nous avons aussi, n'oublions pas que nous avons 4 continents qui sont interconnectés. Donc l'Amérique du Nord, du Sud, l'Afrique et l'Europe, et qui permettent aussi d'ouvrir des opportunités multiples pour l'ensemble des pays qui se trouvent dans ce bassin. Alors, les voies maritimes, c'est vrai que nous avons quand même des disparités importantes entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Quand on va voir toutes les statistiques qui démontrent justement ce dynamique, on va voir qu'il y a au niveau transatlantique entre l'Europe et l'Amérique du Nord une massification importante, une émergence bien relevée du côté de l'Amérique latine et qu'il y a encore un potentiel énorme du côté de la façade africaine. Au niveau digital, on voit qu'en raison de l'importance économique, nous avons la densité de la population joue également par rapport à ce point. Donc tout le long des côtes d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, de l'Europe et de l'Afrique, le bassin atlantique est l'une des zones les plus, on va dire, les plus massivement connectées au monde par des câbles sous-marins. Bon, nous ne disposons pas d'informations très précises sur la volumétrie, parce que c'est un élément qui relève aussi d'informations dont disposeraient les opérateurs de télécommunications, mais les cartes mondiales disponibles montrent qu'il y a une évolution sur les dernières décennies, et même quelques analyses présentent qu'il y aurait, je dirais, près de 55% de plus en termes de données, de flux de données par rapport aux routes transpacifiques. Il est aussi également estimé qu'il y aurait une évolution de près de 38% en termes d'installation de câbles sous-marins entre la période 2022 et 2025. Alors pour ce qui est je dirais, de la partie, on va dire, potentiel économique, ce bassin représenterait près de la moitié du PIB mondial, sauf que, bien sûr, on sait qu'il y a, c'est une zone qui est en même temps extrêmement riche et extrêmement pauvre, avec des disparités importantes. Mais cela montre aussi le potentiel qu'on pourrait avoir en améliorant l'infrastructure, en améliorant les flux au niveau de cette région. Alors, un autre point qui me semble aussi stratégique pour ce bassin, c'est au niveau météorologique et climat. Cet océan Atlantique présente un rôle central dans la mesure où, d'abord, par son étendue, par la circulation océanique qui permet une redistribution du chaleur, ce qui fait que c'est également un centre d'observation.
ce qui permet aussi d'anticiper par rapport à tous les éléments qui peuvent affecter la région en termes de changement climatique. Alors, enfin, par rapport au secteur porteur, Monsieur le ministre en a parlé, donc il y a l'énergie verte, et on parle de la croissance verte comme étant un segment important, parce que l'ensemble des études confirment qu'il y a un potentiel élargi pour ce qui concerne les énergies renouvelables, éoliennes et solaires, en plus des perspectives nouvelles par rapport à l'hydrogène vert, qui, comme vous le savez, est un carburant alternatif pour les industries difficiles à décarboner, pour la mobilité également, que ce soit pour les navires ou les avions. Donc, il y a un positionnement intéressant dans lequel plusieurs pays, plusieurs côtes, notamment africaines, principalement au Maroc aussi, que ce soit également au niveau de certaines régions de l'Amérique latine, nous pouvons avoir, je dirais, des hubs d'approvisionnement en énergie verte, particulièrement e-fuel, qui permettraient de faire émerger ces stations d'approvisionnement des navires. Donc, on parle de croissance verte comme étant un secteur porteur au niveau de ce bassin. En même temps, nous avons la croissance bleue, et je pense, mon ami Jamal va en parler, c'est toute la valorisation des richesses maritimes qui n'est pas aujourd'hui encore exploitée. Donc, pour résumer, sur les dimensions économiques, ce bassin est très prometteur. Et il faudrait aborder cette analyse pas uniquement par les flux commerciaux qui sont à l'origine, on va dire, traditionnellement observés. Là, de plus en plus, il faudrait aussi regarder les dynamiques digitales et les dynamiques énergétique, et pour cela, donc les infrastructures sont au centre de tout ce dont on parle. Alors, l'approche et le sens de l'initiative royale, et donc j'apportais aussi un regard complémentaire par rapport à tout ce qui a été dit. Donc, l'initiative lancée donc, à l'occasion de la 48e anniversaire de la Marche verte pour le développement de la façade afro-atlantique est une dynamique très stratégique d'intégration continentale. Elle vient appuyer les autres initiatives. On sait que l'agenda de l'Union africaine 2063, il met l'intégration comme étant un élément central pour le développement économique et social. Et donc, c'est une initiative, comme je disais, très stratégique qui permet de renforcer cette dynamique. Elle apporte un levier important additionnel parce qu'elle est multidimensionnelle et multisectorielle. En général, on a des programmes d'intégration qui sont plutôt d'ordre sectoriel. On va avoir la partie commerciale, la zone de libre-échange, on va avoir les corridors de transport, mais dans cette approche multidimensionnelle et multisectorielle, l'idée c'est vraiment d'avoir des effets catalyseurs et des leviers qui permettent d'accélérer cette intégration. Alors, bien évidemment, la composante économique est très présente dans l'initiative. Il y a plusieurs autres volets, mais je vais rester sur la question, la partie économique. Alors, l'autre élément qui me semble autre que l'approche multisectorielle et multidimensionnelle, il y a un sens. Et le sens est très important. Alors, le sens, c'est d'apporter, donc ça je prends un extrait du discours de Sa Majesté le Roi, apporter les conditions nécessaires pour un décollage économique commun. Il ne s'agit pas uniquement d'un échange ou de transfert de savoir-faire ou coopération sud-sud, c'est vraiment offrir ce décalage économique commun qui aujourd'hui est nécessaire. Monsieur le ministre l'a bien explicité que le développement d'un pays africain est très tributaire du développement du continent. Et donc c'est important qu'on puisse trouver des leviers qui permettent justement de permettre ce décalage économique commun. L'un des leviers, c'est les infrastructures, que ce soit logistique, portuaire, l'intégration énergétique. L'exemple du gazoduc Maroc-Nigeria a été évoqué parce qu'il permet également d'adresser plusieurs dynamiques régionales. Et en dernier, la question des secteurs porteurs, parce que même au niveau du discours royal, la composante des développements des secteurs compétitifs dans le tourisme, le maritime et autres, énergie renouvelable et autres, a été aussi un axe dans la vision royale. Alors, l'importance également, elle est due aussi à l'étendue de l'espace géographique concerné et aux ressources naturelles disponibles. Donc, cette initiative, comme je disais, donc, apporte des effets catalyseurs de transformation avec un impact qui sera élargi aux 23 pays et aux pays du Sahel. Et donc, je connecte avec la question du Sahel. Alors, peut-être avant d'aborder l'impact ou bien le coût d'accès à l'Atlantique, j'aimerais revenir sur quelques principes qui, même s'ils paraissent évidents, mais j'aimerais quand même les rappeler avant d'aborder ce point.
Bon, historiquement, on le sait que la privation de l'accès à la mer constitue un sérieux handicap économique pour tout un pays, parce que d'abord elle le prive de ressources maritimes, mais également parce qu'elle l'exclut potentiellement du commerce maritime qui représente une part importante des échanges internationaux de marchandises. À l'échelle mondiale, ça aussi c'est des données qui sont très précises, nous avons les régions côtières sont généralement de densité de population importante et en même temps elles bénéficient d'une prospérité supérieure à celle des régions qui se trouvent à l'intérieur. Alors près de 40% qui aujourd'hui des pays qui sont dépourvus de littoral sont dans la partie des catégories des pays les moins avancés, combinant faible revenu, faible développement et instabilité économique. Pour ce pays, le seul simple fait, on va dire, d'importer ou d'exporter en transitant par d'autres pays, ou même en étant obligé de changer de moyen de transport, donc il faut la voie terrestre, puis des fois ferroviaire et autres, constitue un coût logistique handicapant leur compétitivité. Par ailleurs, si on revient à la région du Sahel, qui est aussi un espace marqué par plusieurs paradoxes, donc c'est un pays qui est riche, d'abord par sa jeunesse, et on a les personnes âgées de moins de 25 ans constituent près de 65%, je pense, parmi les régions qui ont le taux d'évolution de la jeunesse le plus important. Et en même temps, par son potentiel minier, ses richesses naturelles, puisqu'on a tous les gisements d'or, phosphate, gemme, pétrole, calcaire, bauxite de fer, manganèse, gypse, uranium, marbre, plus des possibilités pétrolières et des métaux rares, donc un gisement énorme de ressources. Sauf que, je dirais, il est face à des crises de différents niveaux, donc certainement cela a été évoqué, politique, humanitaire, économique, environnemental, qui font que tout ce gisement de richesse n'est pas exploité et ne profite pas à la population. Alors, comme annoncé dans le discours de Sa Majesté le roi Mohamed VI, pour résoudre les difficultés et les problèmes auxquels se trouvent confrontés les pays du Sahel, la solution ne peut pas être exclusivement sécuritaire ou militaire, mais elle doit se fonder sur une approche de coopération et de développement commun. Donc ça, c'est toute la notion qu'il y a lieu d'apporter à cette vision. Alors, pour garantir justement aux États du Sahel l'accès à l'Atlantique, je pense que l'appel a été de mobiliser aussi de l'expertise internationale et des bailleurs de fonds internationaux, parce que finalement, ce qu'on recherche, c'est que ces pays puissent bénéficier d'une connectivité, qu'on puisse renforcer, parce qu'il y a déjà des connexions qui sont établies via le Sénégal, la Mauritanie, mais l'idée, c'est de pouvoir renforcer ces structures logistiques, d'infrastructures, qui soient aux standards internationaux, qu'on puisse également tenir compte des enjeux environnementaux et de résilience. Donc, c'est un élément, je dirais, d'amélioration et de mise à niveau régional qui ne va pas uniquement profiter aux pays de Sahel, mais à toute la région. Et cela rejoint ce que j'ai dit au départ, c'est que cette initiative vient renforcer les initiatives d'autres lancées en termes d'intégration. Donc, grâce à une meilleure amélioration de la connectivité logistique, grâce à une amélioration des infrastructures, certainement qu'on va faciliter l'implémentation de la zone de libre-échange africaine et continentale. On va pouvoir également faciliter les échanges entre les pays et pouvoir donner du sens à toute cette volonté, cette ambition qui est portée pour qu'à l'horizon 2063, on ait atteint un niveau d'intégration élevé. Et M. le ministre l'a bien évoqué, c'est que là, en plus de cette vision, de cette initiative, nous partons de choses concrètes. Il y a déjà des hubs en cours de construction. Il y a déjà des plateformes en cours de construction qui va faciliter cet amorçage. Et l'exemple du port de Dakhla et tout le réseau logistique, industriel qui pourrait se greffer est un exemple très concret. Donc voilà, pour ne pas trop s'attarder sur ce point-là, donc on sait qu'avec cette infrastructure logistique, ce n'est pas uniquement les pays du Sahel, c'est toute la région, c'est tout le continent qui va en profiter. Nous allons avoir des retombées également économiques parce que ça va permettre de faire émerger plusieurs activités autour de ces plateformes logistiques, créer des emplois et autres. Et en même temps, par rapport à la question du coût, moi je trouve au moins qu'il y a 4 éléments de coût. Je termine sur ça. Premier coût, c'est le coût logistique.
Ça, c'est le direct, l'impact direct, parce qu'on sait qu'avec un passage accéléré, il y a de la compétitivité et il y a aussi, je dirais, un intérêt pour pouvoir faire des échanges. Deuxième volet, c'est l'attractivité des investissements étrangers, parce qu'il y a beaucoup de projets qui ne sont pas viables en raison du coût élevé de cette logistique qui ne facilite pas l'accès au port, ainsi que beaucoup de secteurs ont besoin d'avoir cet accès maritime. L'autre point, c'est que le manque de connectivité fragilise les pays et donc les met toujours dans des situations d'insécurité. Et en dernier, la non-accessibilité au marché de l'export qui est large et vaste au niveau du bassin. En tout cas, je vous remercie pour votre attention et vous souhaite plein succès à vous.